on va commencer avec Open Classroom. Je crois que l'histoire même, la genèse d'Open Classroom est assez intéressante. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, Open Classroom, j'imagine que beaucoup de personnes ici connaissent, ou en tout cas, vous nous connaissez peut-être pas sous le nom Open Classroom, mais vous nous connaissez sous le nom de Site du Zéro. L'histoire est assez symbolique. En 99, Mathieu Nebra a 11 ans et il veut se former à HTML, non pas 5 à l'époque, ça devait être, je ne sais pas, HTML2 ou 1. Et il ne trouve rien, ou en tout cas il trouve des éléments à droite à gauche, et il décide d'écrire au fur et à mesure ce qu'il apprend, en rédigeant un tutoriel, et a l'intuition de mettre ce tutoriel et les outils d'édition en ligne sur un forum. Ce forum va se développer, il va après continuer à le faire en mettant d'autres contenus, et les personnes qui suivent le forum vont commencer elles aussi à créer des contenus par elles-mêmes. En quelques années, 2 ans après, un des membres de ce forum, Pierre Nebra, va le rejoindre. Il a le même âge que Mathieu, et dès que le premier aura 18 ans, ils vont créer la société, qui à l'époque s'appelait Simple IT, qui va permettre d'investir un petit peu de sous pour pouvoir avoir des serveurs, pour pouvoir donner une constitution à la chose, qui avait juste un hobby. Ils continuent leurs études, ils deviennent étudiants, ingénieurs, et il y a maintenant 5 ans, quand ils sortent de leurs écoles respectives d'ingénieurs, ils se disent finalement, ça ne va pas simplement être un hobby, on va en faire vraiment une entreprise. Ils vont commencer à recruter. Et aujourd'hui, nous en sommes en 2014 avec une plateforme qui a 730 000 personnes inscrites sur le site, 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. Ça veut dire que c'est un des sites internet les plus importants en France. Il y a 15 jours, mercredi il y a 15 jours, on a battu le score de 10 000 personnes connectées online simultanément, le mercredi après-midi en train de se former. C'est une plateforme contributive, gratuite, ouverte à tous, dont les contenus sont donc créés par les membres de la communauté. Cette communauté, on va en reparler, elle s'ouvre en permanence, avec un cœur historique qui est autour des contenus sur l'informatique, mais qui, depuis maintenant quelques années, s'est déployé vers naturellement l'entrepreneuriat, puisque qui dit informatique dit souvent start-up, qui dit start-up dit entrepreneuriat, et qui dit entrepreneuriat dit aller toucher à tous les éléments de la vie d'une entreprise. Mais c'est ouvert aussi vers les autres sciences, les sciences dures. Et la révolution des MOOC est arrivée avec une entreprise qui maintenant a 25 salariés, qui en début de l'année 2013 s'est dit et nous, qu'est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est de l'OpenCourseWare. Est-ce que c'est du MOOC? Oui, non, peu importe. Et la preuve, c'est que vous ne trouverez jamais le mot MOOC sur la plateforme Open Classrooms. Nous refusons cette terminologie et nous disons que nous mettons des cours en ligne. Nous sommes dans l'OpenCourseWare. Et que pour surfer sur l'appel d'air de la mode des MOOC, qu'on puisse être référencé sous forme de MOOC, pourquoi pas. Mais ce que l'on a appris, par contre, et ce que l'on met à l'intérieur de nos cours, qui évoluent en permanence, parce que nous continuons à expérimenter, nous continuons à intégrer des nouvelles pratiques, c'est d'avoir apporté aux cours qui étaient en ligne plusieurs éléments qui sont spécifiques au MOOC. Les premiers, c'est de dire on va faire des cours enrichis, pas simplement des cours textuels, mais des cours dans lesquels il peut y avoir de la vidéo qui peut être du screencast, de la copie d'écran commentée, qui peut être de la captation d'experts. C'est un premier élément. Ça, c'est une des caractéristiques qu'on va retrouver dans les MOOC. La deuxième caractéristique, ça va être de faire que ces cours
puisse apporter des activités pédagogiques. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce découpage qui va se faire sous forme de sessions de travail, il va y avoir à peu près autant de travail demandé. Et quand je dis travail demandé, ça veut dire aussi de travail qui va être corrigé, on verra après, corrigé soit de manière automatique ou soit en peer-to-peer assessment, que de contenu qui va être descendu. Et le troisième élément, c'est de pouvoir conduire parfois à des certifications. Des certifications qui sont bien entendu des certifications de marque, portées par Open Classroom, mais la grande nouveauté depuis plusieurs mois, moi j'ai rejoint l'équipe il y a maintenant 5 mois, c'est d'avoir ouvert les contributeurs, les auteurs, non plus simplement à la communauté, mais à l'ensemble des partenaires éducatifs, des établissements, des institutions, voire des ministères ou des entreprises qui veulent dire nous sommes référents dans un domaine et nous voulons pouvoir faire un MOOC, ou en tout cas faire un cours ouvert à tous, dans lequel on va apporter notre contenu. Et vous, Open Classroom, vous allez nous apporter de l'accompagnement pédagogique, de la technologie, de la production de ces contenus, de la technologie avec la plateforme qui est développée en open source, merci, et les contenus, eux, étant publiés en licence Creative Commons. Voilà où on en est. Après, je vous redirai plein d'autres choses sur le modèle économique, parce que, évidemment, la dernière chose que l'on apporte, c'est comment réussir à transformer des contenus gratuits, ouverts, offerts à tous, en un modèle économique qui permette d'abord de rémunérer les 25 salariés de l'entreprise, d'aller chercher des investisseurs pour pouvoir financer tout ce développement, mais aussi de rapporter un revenu aux auteurs, c'est-à-dire être fidèle à 2 valeurs. La première, c'est le partage du savoir. La seconde, c'est le partage des revenus. Et c'est là-dessus que se construit et se développe Open Classroom. Merci beaucoup. Vous voulez nous en dire un peu plus justement sur par exemple, combien ça coûte pour un apprenant d'aller sur votre plateforme et puis comment vous partagez les revenus? Alors, pour être très simple, les contenus ont toujours été gratuits. Le modèle a été au départ, comme beaucoup d'entreprises dans le monde Internet, fait basé sur la publicité, qui dit beaucoup d'audience, dit la possibilité de vendre de la publicité. Ce modèle est mort depuis déjà plusieurs années et le prix de la publicité, le prix de vente de la publicité ayant diminué grosso modo par 2 tous les ans, c'est quelque chose qui est devenu totalement marginal et qui sera complètement sorti de la plateforme d'ici quelques mois. L'intuition géniale de Pierre et Mathieu a été, il y a 4 ans, d'entendre ce que demandaient les utilisateurs de la communauté, qui disaient « c'est super, on peut se former en ligne, c'est ouvert tout le temps. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir les documents sous forme papier ?» Et nous avons cherché à cette époque-là des éditeurs. Les éditeurs nous ont rionné en disant « attendez, vous donnez le contenu gratuitement, vous n'allez pas chercher à le vendre ». Eh bien si, on est devenu éditeur et Open Classroom, depuis 4 ans, a vendu plus de 120 000 livres. Nous publions des livres qui sont vendus à plus de 12 000 exemplaires pièce. Quand on sait qu'en informatique, un best-seller, c'est lorsqu'un livre se vend à plus de 2500 exemplaires. Ça veut dire qu'actuellement, 50% du chiffre d'affaires d'Open Classroom vient du papier, ce qui est quand même assez beau pour une entreprise Internet. L'autre modèle qui est en train de se développer, sur lequel nous misons tout pour avoir justement la possibilité de scaler le développement d'Open Classroom, et c'est ce qui nous a permis d'aller lever des fonds pour nous accompagner, c'est de passer d'un modèle freemium à un modèle premium. Nous restons fidèles aux valeurs, c'est-à-dire tout est gratuit, tout est accessible.
Mais si un apprenant veut des services supplémentaires, il va passer au modèle premium. Modèle premium qui va être, s'il veut le faire un mois, c'est 9,90. S'il veut le faire un an, c'est, je ne sais plus, 70 ou 80 euros. Et lorsque l'on est premium, on va avoir d'abord plus de publicité. Donc on va être débarrassé de ça. Mais bientôt, ça sera le cas pour tout le monde. Après, c'est du confort. Confort d'utilisation en pouvant ne plus avoir à regarder les vidéos en streaming, mais avoir les vidéos qu'on va pouvoir télécharger. Troisième avantage très important, c'est que tous les livres que nous publions sont aussi distribués par tous les grands acteurs de la distribution, et y compris les supports numériques par les plateformes de distribution numérique. Et bien là, nous allons devenir, c'est notre souhait, notre rêve, les Deezer de la formation ou les Spotify. Lorsque l'on est abonné, eh bien, on n'achète plus les e-books. On a accès au fond total des livres qui sont mis à disposition, que l'on peut télécharger, que l'on peut utiliser comme on veut, sans DRM. Et dernière chose, la demande de certification que nous proposons à la fin des cours, que ce soit des cours sous forme de MOOC ou pas, ça peut être des cours traditionnels, des cours en ligne, avec des exercices et avec de la certification. Et cette certification peut être portée par nous, mais elle peut être co-brandée par les établissements. Je vais vous parler, par exemple, que nous allons lancer là, la semaine prochaine, les premiers MOOC qui vont permettre de distribuer des crédits ECTS, c'est-à-dire pour des étudiants qui font partie d'écoles et qui vont pouvoir directement aller échanger le crédit, la certification qu'ils obtiennent sur la plateforme contre du crédit ECTS. Eh bien, parce que le certificat est porté par aussi le partenaire grande école qui apporte sa légitimité, qui apporte son contenu. Eh bien, cette certification n'est possible qu'aux abonnés. Donc on a résolu le problème. On ne veut pas, à la façon Coursera, aller développer du certificat payant à l'unité à 140, 150 $. Il faut être abonné pour pouvoir être certifié. Et là où on va vraiment jusqu'au bout de notre démarche, c'est très simple. C'est que tous les auteurs, qu'ils soient auteurs particuliers, qu'ils soient auteurs d'institutions, 50% du revenu tiré du premium est reversé aux auteurs en fonction de l'usage des abonnés. On est capable, à la fin du mois, de tracer quelle va être l'activité de chaque abonné et de reverser en fonction des crédits qui vont être donnés par du téléchargement de vidéos, du téléchargement d'e-book ou de la certification vers les auteurs qui ont produit ces éléments. Et en faisant ça, on apporte une pérennité, un écosystème que nous sommes en train de construire, qui est de dire nous ne demandons rien à une grande école, nous ne demandons rien à un auteur, nous ne demandons rien à personne pour pouvoir aller mettre des ingénieurs. J'ai dans mon équipe 5 ingénieurs spécialisés en ingénierie pédagogique et chefs de projet pour pouvoir accompagner la création des contenus, pour pouvoir prendre les studios, pour pouvoir prendre les réalisateurs, faire la post-prod, faire tout ce qui est de l'investissement. Nous faisons notre co-investissement. La grande école, l'auteur, quel qu'il soit, va apporter son contenu et nous faisons le pari que ces éléments vont marcher parce que nous voulons avoir plus de 20% de personnes qui finissent les MOOC parce que l'ingénierie que nous mettons nous permet de dire jamais un MOOC que l'on met ne doit descendre en dessous de 20% de personnes qui vont aller jusqu'au bout. C'est pour nous essentiel. Il faut savoir que Coursera, on se balade entre 3 et 5% de personnes qui terminent. On est sur d'énormes volumes, mais avec une non-ingénierie des contenus qui fait et un non-accompagnement qui fait que les gens ne vont pas jusqu'au bout. Et que ça va créer des revenus pour les auteurs et évidemment pour nous, pour continuer à faire ce travail. Nous allons sortir cette année plus de 100 MOOC. C'est donc, actuellement, j'accompagne avec mon équipe 140 projets différents. Donc, on est dans une logique qui est forcément une logique d'industrialisation, dans laquelle on vient nous chercher en disant, mais attendez, un assemblage d'un cours et d'un autre cours, mais c'est un parcours qui peut être certifié au RNCP. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut venir
complètement télescoper l'économie de la formation actuelle. Et c'est ce qui fait qu'on bouscule beaucoup de monde, que quand le bras droit avant de Vincent Payon, je ne sais pas s'il est là encore maintenant, chargé du numérique, nous entend, il nous dit c'est génial ce que vous faites, il faut qu'on aille avec vous sur le Maroc, sur la Tunisie, pour aller avec l'éducation nationale vendre de la formation et mettre en place de la formation sur tous les cœurs de métier, autour de l'hôtellerie, autour de la restauration, le savoir-faire français. Et qu'un quart d'heure après, il nous dit, mais attendez, mais vous allez foutre un énorme bazar en France. Qu'est-ce que vont dire les éditeurs? Mais c'est pas possible, on ne peut pas vous laisser faire. Vous allez tout foutre en l'air. Et bien, il y a un modèle disruptif qui est vraiment violent. Et c'est ce qui est passionnant. Et moi qui travaille dans le e-learning depuis 20 ans, puisque j'ai commencé en 1994, je repense avec beaucoup d'émotion au premier salon que j'ai fait en 1995, qui s'appelait Imagina à Biarritz, qui était le salon vraiment de la communication et de la formation, où j'ai présenté le premier module de formation à Netscape, l'usage de Netscape. Et là, nous avons été là risés, moi et mon équipe, parce qu'on nous a dit, mais vous voulez utiliser Internet pour vous former? Mais ça n'a pas de sens. Voilà. Les temps ont changé. On va regarder comment tout ça télescope avec un autre monde, celui du CNAM. Question aussi d'introduction. Quelle est un petit peu votre expérience des MOOC au sein du CNAM? Alors d'abord, je vais vous épargner l'histoire, parce que l'histoire est commencée plus récemment. Nous, c'est 220 ans. Donc, alors, d'abord, c'est vrai que ce qui a été dit est très important. C'est-à-dire, il y a beaucoup de formes de formation à distance. Nous, au CNAM, on a 70% de nos formations qui sont à distance. Donc on est déjà un acteur de ça avant les phénomènes de mode liés au MOOC. Et je suis assez d'accord qu'il y a un phénomène de mode lié au MOOC. Donc nous, la question aussi, je voudrais ramener un terme qui n'a pas été prononcé, qui est quand même les questions de professionnalisation. Vous en avez parlé avec le RNCP, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de formation initiale, les interventions précédentes en parlaient. On a aussi deux sujets qui sont importants, c'est de former à des professions, de former à des métiers, de former aussi vers des populations qui n'ont pas eu la chance de rentrer à 20 ans dans des grandes écoles, dans un système qui en France est quand même relativement contrôlé par les écoles pour un certain nombre de débouchés. Et puis dire aussi très clairement qu'il faut considérer que ce qui sont ces formations, c'est un formidable outil de promotion sociale, de réussite professionnelle, et qui est un sujet qui est très important, dont il faut parler aussi, qui est évidemment la formation tout au long de la vie. Donc nous, on part d'un scénario où on a à peu près 80 000 auditeurs en France et dans le monde, 70% de nos formations à distance, et puis un sujet qui est un sujet fort, c'est-à-dire d'investir vers la nouveauté, vers l'innovation. Et en ce sens, les MOOC ont été un outil, je dirais, avant tout de visibilité pour l'établissement. Alors, nous sommes un établissement très différent parce que nous sommes un établissement public. Donc, nous avons aussi un devoir, une mission de service public, c'est-à-dire de répondre à des attentes qui sont celles de nos concitoyens. Donc, on s'est mis dans un projet qui est France Université Numérique, qui a été porté par la ministre Geneviève Fioraso, pour créer un certain nombre d'outils qui traduisent des compétences, qui traduisent des sujets. Et donc, pour aller vite, on a parlé de chiffres tout à l'heure. France Université Numérique, ce sont à peu près 20 établissements. Il y a à peu près 200 000 auditeurs. Et le CNAM a porté 4 MOOC, dont un, dont je vais parler un peu, qui a eu un grand succès, puisque c'est le MOOC qui s'appelle de manager à leader, qui a obtenu 35 000 auditeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment ça s'insère dans une stratégie et quelles conséquences, quelles leçons on peut en tirer. Première leçon, si on prend un MOOC comme ça, qui est un MOOC de ressources humaines, ce qui est très intéressant, c'est que ce MOOC est un MOOC qui a été élaboré par la collègue qui l'a porté et qui a correspondu à un vrai investissement pédagogique. Je pense qu'il faut aussi réhabiliter les enseignants. J'ai entendu qu'il y avait des choses à revoir dans votre intervention sur les rôles. Je vais revendiquer ma catégorie professionnelle. Enfin, je vais un peu... Bon. Les enseignants ne sont pas tous aussi caricaturaux. Et il y en a l'enseignante qui a fait ce MOOC-là est partie d'un constat très simple. Elle a dit, je ne vais pas reproduire mon cours, je vais répondre à une question. C'est-à-dire comment on gère les ressources humaines dans une entreprise, une institution.
ce qui a expliqué le succès en partie. Deuxième chose, elle a beaucoup travaillé, parce que j'avais un débat où un industriel m'a dit moi, si je faisais un MOOC, il aurait plus de succès que tous les autres MOOC. Il y a aussi une réflexion sur ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que ce qu'on a constaté aussi, et c'est un élément important, c'est que ce MOOC a retenu l'attention d'un public qui est d'un âge certain, voire d'un certain âge, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 blocs forts, il y a un bloc 30-40, il y a un bloc 40-50, il y a un bloc 50-60. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a précisément ce besoin de formation tout au long de la vie qui s'est retrouvé à un moment du dispositif. Alors, pour un établissement, encore une fois, public comme le CNAM, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça montre qu'un certain nombre d'outils marchent bien. C'est intéressant, et je rejoins les propos du collègue de l'ESCP, parce que ça nous oblige aussi à éditorialiser, c'est-à-dire à dire, bon, il y a un moment, il va falloir qu'on voit sur quel domaine on est crédible et quel domaine, à contrario, on ne va pas encombrer l'offre. Et puis, ce qui est probablement le plus intéressant et qui nous a relativement surpris, c'est que ça a à son tour généré de l'activité. C'est-à-dire qu'on a été contacté par un certain nombre de grandes sociétés, de grandes entreprises qui ont envie de reprendre à la fois les compétences transmises et l'outil MOOC en interne. Donc ça a généré ce type d'activité. Alors, très clairement, nous étions dans un cadre particulier. France Université Numérique, c'était un modèle qui n'était pas économique, c'est-à-dire c'est un modèle gratuit. C'est un modèle où il n'y a pas, a priori, pour répondre à la question de la certification, il n'y a pas de certification. Donc, évidemment, il faut faire progresser ce modèle-là. Ce qui est très clair, c'est que c'est à la fois, j'ai aucun sujet à le dire, hein, c'est l'outil d'attractivité pour nous, puisque sur le chiffre, on est assez content parce qu'on est en haut de la fourchette, puisqu'on est à 20% des auditeurs qui ont suivi le MOOC sur les 35 000. La bonne nouvelle, c'est que 2500 ont coché une case en disant « je serai auditeur du CNAM ». Donc c'est plutôt une bonne nouvelle à un moment où... L'autre question qui est intéressante, et moi je suis très sensible à la défense surtout de l'édition et l'édition papier, parce que je pense que c'est qu'il y a un sujet très clair qui est le sujet de... c'est vrai que c'est bien qu'il y ait 20% qui est suivi. En même temps, on peut se dire qu'il y a 80% de décrocheurs. Et probablement... dans l'effet du décrochage, il y a le fait qu'il n'y a pas assez d'accompagnement pédagogique. Alors l'accompagnement pédagogique, et je rejoins la question des manuels qui est absolument majeure, c'est qu'il faut construire des manuels qui sont, si vous me permettez de compléter votre modèle économique, maintenant devenu aussi dans les MOOC américains un sujet d'intéressement fort, parce qu'on vend les manuels et c'est un sujet de presque plus que la certification. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est vrai aussi, c'est que voilà, ce type d'outils devrait nous inviter à ce qui, malgré tout, est un angle mort du paysage général de notre pays, c'est-à-dire à construire une vraie innovation pédagogique. Parce que, très clairement, du contenu, bon, dans notre pays, on est plutôt bon, on produit des bons contenus dans tous les domaines scientifiques. Aujourd'hui, quand edX met ses logiciels en libre accès, où il y a moins le problème technique qu'il y a eu, enfin bon, on trouve des plateformes. Il y a 2 sujets sur lesquels, en France, je vais être pudique, on peut progresser. C'est réfléchir à quels sont nos modèles, à quelle pédagogie adapter, comment on peut retenir l'attention. Et puis, le formidable modèle qui est évidemment de structurer des communautés d'apprenants. Un mot sur l'international. Je pense qu'on va un jour batailler sur des terrains de jeu concurrents, mais on n'a pas aussi parlé. Les MOOC, c'est aussi un formidable sujet pour la francophonie. C'est-à-dire qu'il faut quand même mesurer que, voilà, quand on a 35 000, on est fier de dire qu'on concurrence des MOOC anglo-saxons. Il faut aussi être très clairement à l'écoute de produire des MOOC dans d'autres langues. Notre centre au Liban va produire des MOOC en arabe, c'est extrêmement important. Je rappelais que le MIT va porter des MOOC en créole, c'est intéressant sur un certain nombre de... Et puis le sujet qui est évidemment le sujet fort, c'est d'essayer de toucher des populations qui n'ont pas accès au savoir, qui sont loin, Et c'est là où la question de la professionnalisation est importante.
on est en train d'ouvrir une action en Haïti. Il est clair que ce sujet de la formation à distance est aussi un sujet qui permet d'être présent dans des zones du monde où les présences sont beaucoup plus compliquées. Dernière réhabilitation du métier d'enseignant. Ce qui est important aussi, c'est que, et c'est le dernier point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, le tout numérique a un taux d'échec. Du numérique accompagné de présentiel, ça marche beaucoup mieux. Donc il y a une fonction relais, il y a une fonction malgré tout de transmission et de partir des compétences et de les diffuser qui est effectivement importante. Vous nous avez brièvement parlé du modèle économique, vous pouvez nous en dire plus? C'est gratuit pour l'apprenant? Et comment vous financez le professeur, les fonctions qui entourent le professeur? Alors, encore une fois, moi je différencie, hein, c'est-à-dire que nous, les formations qu'on fait à destination de nos auditeurs, on les fait payer dans un cadre où souvent ces formations sont prises en charge par alors soit des entreprises, soit des collectivités territoriales comme les régions, soit pour les demandeurs d'emploi par Pôle emploi. Donc nous, on est dans un modèle où nos formations sont des formations qui supposent une rémunération. C'est un débat assez intéressant parce qu'en Haïti, quand on a été, il y a la gratuité totale de la scolarité, notamment dans les universités. Nous, on a dit très concrètement qu'on n'était pas une association de bienfaisance. Nous avions un coût très limité, en termes, et je reviendrai sur le coût, mais il y avait un modèle économique à tenir, ça nous ne bougeons pas de ça, sur nos formations propres. En gros, un auditeur en coût complet, un auditeur du CNAM coûte à peu près 2 000 €, tout compris, ce qui est quand même un coût extrêmement modeste par rapport aux autres coûts. Alors sur les MOOC, très clairement, nous considérons que ça fait partie de notre mission de service public, donc ça fait partie de l'argent que l'État nous donne pour assurer nos missions. C'est une demande du ministère, enfin ça fait partie des choses qu'on doit être capable de faire et de... Alors, ce qui est clair, c'est qu'il faut veiller à ce que l'un des modèles ne prenne pas le pas sur l'autre et que trouver le bon équilibre. La question sur le modèle économique est aussi effectivement très importante, c'est que quand ça produit de l'activité, quand ça répond à des questions, voilà, il faut quand même que l'argent, notamment de ressources propres pour un établissement comme le nôtre, nous permet très concrètement d'avancer, d'être en réponse à un certain nombre de questions et voilà, d'être plus efficace dans notre action. Donc nous, notre souci, hein, et c'est notre souci, il est d'avoir des coûts qui soient des coûts relativement limités pour permettre précisément de toucher un public large, de trouver ce bon équilibre économique et de temps en temps, notamment à travers les MOOC, d'avoir des actions qu'on considère comme de restitution de nos compétences et de nos connaissances. Un dernier point justement sur l'international. On a fait un MOOC en épidémiologie, donc sur le travail de l'épidémiologie. Bon, et on a eu la bonne surprise, je dirais, la satisfaction d'avoir plus de 60% de public à l'international et en particulier d'avoir des impacts forts dans un certain nombre de réalités de pays africains. Et ça, c'est effectivement important. Et ce qui est clair, et ça a été dit dans les exposés précédents, hein, il est clair que le modèle de diffusion, autant par exemple en France ou dans les pays européens, on utilise son ordinateur portable, autant ce qui a été dit sur les smartphones, effectivement, est très important. Dans des pays, c'est un des vrais sujets de développement et d'utiliser le recours à au smartphone, tablette. Vous avez des versions différentes pour les différents pays de la francophonie ou vous avez un modèle pour tout le monde? Ah non, je pense que, et ce qui est dit et c'est la question des certifications, on peut pas, enfin, à mes yeux, on ne peut pas, sur l'exigence demandée, on ne peut pas transiger avec l'exigence demandée. A contrario, quand le modèle sera un peu plus, je dirais, opérationnel et efficace, on peut imaginer qu'un certain nombre de contenus
soit adapté par les équipes pédagogiques sur place. C'est ça la question, et que des modèles qui sont contextualisés, situés de transmission des connaissances soient portés par des équipes sur place. Ce qui suppose d'ailleurs, ce qu'on essaye de mettre en place, le fait que on travaille aussi avec des établissements qui vont relayer nos formations et qui sont elles-mêmes capables d'être réactifs, parce que évidemment l'enjeu, c'est un enjeu de co-construction, parce qu'autrement on arrive quand même avec nos gros sabots en disant apprenez, voilà, le CNAM a raison parce que le CNAM diffuse des choses. Non, le CNAM n'a pas raison, le CNAM doit co-construire. Cela dit, ça sera un peu dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Une petite question à Open Classroom sur peut-être le profil type ou les segments types des personnes qui suivent vos cours. Puis après, on pourra peut-être ouvrir questions-réponses avec Oui. l'audience. Alors, une chose là aussi qui est pour nous très importante, c'est que nous sommes en connexion avec la communauté des chercheurs en sciences humaines, c'est-à-dire que toutes les données sur nos MOOC sont livrées de manière anonyme pour un usage exclusivement de recherche en open data à tous les chercheurs des labos avec qui nous avons passé des partenariats, ce qui fait qu'on a en temps réel le profiling de nos apprenants sur les MOOC, sur le MOOC HTML5 qui a été lancé au mois de septembre, qui a été détrôné par le MOOC du CNAM, où on l'avait lancé à cette époque-là. On avait eu un petit peu plus de 20 000 personnes, 4 000 personnes qui ont reçu le certificat à la fin des 6 semaines. 50% n'étaient pas en France. 50% des utilisateurs n'étaient pas en France, et la surprise a été de voir que 20% n'étaient pas dans des pays francophones ou pour qui le français était la langue maternelle. Donc ça veut dire qu'on va piocher sur des terrains où normalement l'anglais a déjà tout nettoyé. Donc intéressant. Profil, 40% sont entre 16 et 30 ans. Donc on va dire plutôt des personnes qui sont sur de la formation initiale, et 40% sont entre 30 et 45 ans. Et après, les 20% qui restent, ils sont marginaux, sachant qu'on a quand même eu, c'est la petite anecdote, dans les personnes certifiées, quelqu'un de 8 ans et quelqu'un de 81 ans. Donc voilà, c'est un scope assez grand. Avec une forte communauté sur l'Afrique, sur l'Afrique du Nord, vraiment très importante. Bon, là, c'est là où on voit vraiment les demandes, l'attente très très forte. La question de l'internalisation, si le site du zéro a changé de nom au mois de septembre, c'est aussi pour devenir Open Classrooms, se mettre en capacité à la fin de l'année de pouvoir avoir une version anglaise, forcément. Nous nous réfléchissons avec le PFL. On a eu l'occasion de discuter beaucoup avec le PFL, donc l'école polytechnique de Lausanne, qui est fort de son expérience pour pouvoir dire, lorsque un cours, un MOOC, est lancé en français et qu'il est le même cours, le même contenu lancé en langue anglaise, le ratio est de 1 à 10 en termes d'audience. D'accord ? Donc, c'est intéressant de garder ça en tête. Je voulais juste faire une petite précision aussi qui est pour nous très importante pour revenir, parce que je pense que vu l'intitulé et vu le think tank et les valeurs partagées là, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Moi, je travaille depuis longtemps donc, dans la FOAD, la formation ouverte et à distance, et avec comme premier partenaire le CNAM, Pays de Loire, qui était vraiment le pilote en France sur le domaine. C'est avec le CNAM que j'ai monté ma première entreprise dans ce domaine-là, il y a exactement 20 ans. Donc je ne peux que reconnaître et que apprécier vraiment la démarche vraiment pilote, pionnière du CNAM en la matière. Formation ouverte à distance, ce terme-là, il a complètement disparu du langage. Pourtant, les valeurs qui portent cet ovni, peut être le MOOC ou cette partie visible de l'iceberg, sont juste essentielles. L'ouverture, c'est quoi ? C'est l'ouverture à tout le monde,
mais c'est aussi quelque chose qui, en termes pédagogiques, est fondamental, qui est l'ouverture. Donc, bien entendu, formation tout au long de la vie, que l'on soit jeune, qu'on soit exfiltré du monde des modèles traditionnels de l'éducation. Il y a énormément d'enfants qui sont en rupture avec le modèle traditionnel, qui vont apprendre des choses que des gens de 25 ans sont en train d'apprendre, mais eux, à 8 ans, ils ont besoin, ils ont envie, ils ont la capacité. Toutes les personnes qui ne fonctionnent pas comme les autres, voilà, pour être le plus neutre. Mais l'ouverture, c'est aussi pouvoir à tout moment aller se former. Et lorsque le site du Zéro s'est lancé, l'OpenCourseWare, c'était aussi cette valeur-là qui est pour nous très importante, faire qu'on puisse se former à tout moment de la journée, du mois, de l'année. Et le modèle des MOOC, tel qu'il est porté par des institutions extrêmement académiques, normatives, ont enlevé la valeur du open en disant ben non, on est MIT, on met sur Coursera quelque chose, et c'est au mois de septembre qu'on se forme. Vous arrivez 6 semaines après, ben, le MOOC il est fermé, il faudra attendre. Eh ben, nous avons depuis maintenant 1 mois, une fois qu'on a mis en place techniquement tous les outils, je peux vous annoncer, tous les MOOC sur la plateforme Open Classrooms sont permanents. Il n'y a plus de démarrage et de fin d'un MOOC. Et comme l'autre dimension absolument essentielle qui fait la force des MOOC actuellement, c'est le social learning. C'est la dimension de la communauté de personnes qui apprennent ensemble. Parce que j'appartiens à une communauté, je ne vais pas me sentir seul. Je ne vais pas avoir ce blues qui me fait vivre toute situation d'auto-formation comme une situation d'auto-abandon, qui fait que je vais finir, moi, par abandonner, parce que je me sens abandonné. Ce n'est pas parce qu'on me donne des choses fantastiques, je me sens abandonné, et à un moment donné, je décroche. Qu'est-ce qui fait tenir ? Au-delà de l'ingénierie pédagogique, bien au-delà de la qualité du cours, c'est j'appartiens à une communauté, j'ai des gens qui apprennent avec moi, il y a des gens avec qui je discute, il y a des gens qui m'aident, qui me soutiennent, j'ai des questions, des réponses, de l'interactivité. Ça, c'est fondamental si on veut aller jusqu'au bout, et c'est là le succès des MOOC actuellement, au-delà du phénomène de mode. Eh bien, nous avons résolu le problème, puisqu'on a cette très large audience qui fait que le plus petit MOOC qu'on ait chez nous, on a essayé un MOOC sur le public des 4e et 3e autour des fractions et dans les maths, et on n'a eu que 8000 ou je crois 6000 apprenants. Donc, alors que d'habitude, on est au-delà de 10-15 000. Eh bien, qu'est-ce que l'on se dit ? C'est que aller gérer un groupe de 20 000 personnes qui apprennent ensemble, la dimension social learning avec 20 000 personnes, ça serait la même s'il y en avait que 2 000 ou 3 000. D'accord ? Eh bien, nous créons des cohortes. C'est-à-dire que quand je m'inscris à un MOOC qui est ouvert de manière permanente, et tous les cours vont être de cette forme-là, eh bien, je vais suivre, je vais participer, je vais échanger avec les gens qui se sont inscrits avec moi dans la même semaine. Et si moi, par contre, on va en plus enlever cette notion de semaine, on va dire des sessions. Parce que si moi, le MOOC est fait sur 6 semaines, mais pour moi, apprendre Symfony 2, c'est essentiel. Je veux le faire, moi, dans les 3 semaines qui viennent. Je ne veux pas prendre 1 mois et demi pour le faire. Eh bien, je vais aller m'enquiller les semaines les unes après les autres, parce qu'au lieu de faire les 2 heures de travail préconisées par semaine, moi, je suis prêt à investir 4 heures ou 6 heures par semaine. Et donc, je ne veux pas être bloqué dans ma progression telle qu'elle a été conçue par un enseignant ou par un formateur. Eh bien, je vais pouvoir aller à mon rythme. Et on va pouvoir donner la capacité à pouvoir justement revenir à une notion de base qui est non pas de la personnalisation des contenus, mais de l'individualisation au niveau des rythmes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et visiblement, eh bien, on est les seuls pour l'instant au monde à faire ça. En tout cas, pour nous, c'est absolument essentiel. Et c'est une vraie innovation pédagogique qui nous permet de revenir aux fondamentaux. Merci, on va ouvrir peut-être pour les questions-réponses de l'audience. Je pense que vous pouvez adresser votre question à chacun d'entre nous, toutes les personnes qui ont parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, vous pouvez peut-être nous rejoindre sur scène, ceux qui ont présenté avant nous. Et puis voilà, passer la parole à la salle. C'est vrai qu'aujourd'hui, le MOOC tel qu'on l'imagine dans une vision canonique, à mon sens, n'existe pas.
à part les gens qui copient des modèles et qui trouvent intéressant parce que c'est le MIT qui l'a lancé et donc il faut faire pareil. Et il y a plein de nouveaux modèles en train de se réinventer. Et par exemple, IDEO et Acumen ont lancé un MOOC sur le design thinking et il faut au moins être 2 dans le MOOC. Donc il faut en fait au moins trouver une personne de l'équipe. Et je suis en train de le faire et par rapport à un MOOC que j'ai jamais terminé, c'est vrai que toutes les semaines, c'est pas un email automatique qui revient, mais c'est la personne avec qui je le fais. Et ça a beaucoup plus d'impact. Donc c'est vraiment des modèles à réinventer, à ancrer dans le social. Et une autre remarque là-dessus, Coursera, je crois, a plus de 1000 meet-up qui sont organisés. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, se faire engueuler par un email, ça n'a pas de sens. Mais par contre, dès qu'il y a une dimension sociale et qui va à son rythme, ce que l'école ne permet pas aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus jouable et beaucoup plus appropriable, en tout cas. Ce que je sais, c'est que 100% des contenus sont en licence Creative Commons. Mais quelle est la part dans ces... Parce qu'une licence Creative Commons, ça va du droit d'auteur classique, Ah oui. Alors, pardon. rien, au Donc voilà. art Alors, réutilisable et je partageable. suis pas un spécialiste des lettres. Ça reste encore un petit peu obscur pour moi. La seule chose qui y est, c'est la cession des droits commerciaux qui est faite à Open Classrooms, puisque il y a, au travers de cette cession des droits commerciaux, le fait de pouvoir monétiser avec forcément, obligatoirement, reversement de 50% des revenus pour l'auteur. C'est quelque chose qui est inscrit comme ça, sachant que c'est une des questions qui nous est posée à chaque fois pour les établissements de formation, les grandes écoles et autres. C'est dans ces licences, dans cette cession, évidemment, ils gardent non seulement la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, mais en plus le droit d'usage interne des contenus, de tout ce qui est développé au niveau du MOOC. Mais en interne, il y a juste la cession du droit commercial. Voilà. Je voudrais vous partager une anecdote et vous apporter un témoignage. J'ai été contacté par, je crois que c'était l'université de Lille 3, où des enseignants d'informatique nous disent « Bon, il faut qu'on se rencontre, parce que là, déjà depuis 2 ans, nous avons instauré, en début d'année, le fait que nous ne traitions plus, je reprends cet exemple, la connaissance du HTML5, maintenant en cours. Nous demandons à tous nos étudiants d'aller se former sur le HTML5 et on les prend un mois après en disant voilà, maintenant, ça, vous êtes formés avec Open Classrooms et maintenant, on va pouvoir aller plus loin. » Et ce que je trouve très intéressant autour de ça, parce que je le rencontre maintenant, nous travaillons avec, dans vos collègues que vous connaissez sans doute, Simplon.co par exemple, tout un tas de structures comme ça, où les ressources qui sont mises à disposition sont des ressources qui sont utilisées dans des structures, dans des dispositifs. La formation, on sait très bien que pour que quelqu'un puisse tirer bénéfice totalement de sa démarche, de son envie de se former, il faut qu'il ait un prérequis qui soit déjà atteint, qui est l'autonomie. Il faut qu'il ait la motivation de pouvoir supporter ces conditions dégradées d'apprendre en étant seul. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait du dispositif qui soit mis en place. On parle des MOOC, on parle de ce que font chacun sur des initiatives comme ça, individuelles, mais pour que ça puisse bouleverser complètement, donc avoir un impact métier sur du long terme, c'est le fait que des structures vont se servir des MOOC, qu'on tombe dans justement la classe inversée, qu'on permet, en mettant à disposition tous ces éléments-là, de faire que des enseignants puissent passer à autre chose que d'être des débiteurs de contenu, mais fassent leur job, d'aller faire de l'individualisation, d'aller faire de l'accompagnement, d'aller faire tout ce qui va permettre de faire que chacun s'approprie mieux les contenus. Et ça, c'est juste fondamental. Et nous avons été contactés il y a 3 mois. Nous venons de signer notre première convention en tant qu'organisme de formation parce qu'on a été obligé de demander à devenir organisme de formation, ce qu'on n'était pas depuis 13 ans. Parce que des collectivités territoriales nous ont dit voilà, nous, on a des jeunes qui ont été recrutés, les emplois jeunes, qu'on a mis sur le déploiement du plan numérique, etc., etc. Et on a des gens
sans aucun diplôme, qui sont là dans nos structures, qui sont complètement bridés parce qu'ils n'ont pas le moindre diplôme, et que si on veut maintenant les remettre dans le chemin normal, en tout cas qu'ils puissent être payés un petit peu plus, eh bien, il faut absolument qu'on puisse leur permettre d'avoir des diplômes. Eh bien, on vient de signer des conventions de formation pour monter avec eux. Eh bien, l'apport théorique avec les certificats qu'on va leur donner va leur permettre d'aller se préparer, d'aller monter en connaissance, en capacité, je ne dirais pas en compétence, parce qu'il y a un pas, sur tous ces domaines dans lesquels ils pratiquent depuis déjà très longtemps. Et eux, au niveau local, vont apporter le complément. Donc on construit des parcours avec eux, et comme on est une plateforme, on est capable, à partir du moment où ils ont pris des abonnements, allez, à 9,90 € sur 3 mois, ça ne coûte pas trop cher à une collectivité territoriale. On est capable de leur renvoyer les attestations de formation, les certificats comme quoi les gens ont suivi, ont validé les éléments, et eux, après, vont intégrer ça avec des acteurs locaux pour pouvoir faire que des personnes puissent progresser. Alors, c'est vrai que ça bouscule les schémas traditionnels, VAE et autres, mais en tout cas, on est dans du métier, on est dans de l'opérationnel, et c'est des choses qu'on n'a même pas imaginées, il y a 6 mois. Hein. Donc, on apprend en avançant, nous aussi, au quotidien. Hein. Je vais rebondir sur ça aussi parce que c'est un vrai thème au sein des sociétés qui commencent à se rendre compte qu'elles ont développé des modèles de certification avec leur marque employeur pour leurs employés et que ça a un avantage de fidéliser l'employé tant qu'il travaille pour cet employeur-là, mais qui est très peu reconnu à l'extérieur de cet employeur. Et donc c'est à mon avis des grosses opportunités de partenariat, de collaboration publique-privée, parce que c'est le thème de la portabilité de ces diplômes. Donc tout ce que l'employé va avoir acquis quand il travaille chez un employeur, qu'est-ce que ça devient une fois qu'il change d'employeur. Et ça, à mon avis, il y a des grosses opportunités pour les instituts d'éducation pour assurer cette portabilité, qui est très demandée par les employés. C'est la question où tout le monde veut répondre. Deux petites choses, un truc très concret au niveau de la chaire entrepreneuriat, donc de la chérie, nous, on s'est retrouvés dans une situation où on nous a dit il faut faire un MOOC d'entrepreneuriat. Donc on s'est mis autour de la table et on s'est dit on va faire un MOOC d'entrepreneuriat. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on a une formation qui est extrêmement expérientielle. C'est 80%, voire 85% de la formation qu'on offre aux étudiants, c'est de l'expérience, où ils fabriquent des choses, où ils vont sur le terrain, où ils sont dans des situations où on les sort de leur zone de confort. Et aller faire un MOOC là-dessus, c'est hyper compliqué. Donc c'est sans doute possible, mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, qui implique clairement d'avoir des animateurs. Et même si on fait un MOOC à plusieurs, après il faut quand même quelqu'un qui fasse vivre l'expérience à l'intérieur. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est une idée qui m'est venue comme ça pendant que vous parliez. Je me suis dit, est-ce qu'il existe des forums de triche pour les MOOC, où il y a toutes les réponses et où il y a juste à cocher comme sur les jeux vidéo? Alors, pas à ma connaissance, parce que clairement, la démarche, c'est une démarche apprenante, donc c'est une démarche non pas simplement d'aller évaluer ce que je sais, mais c'est d'aller le prendre dans l'autre revers, qui est de se dire, l'information que me renvoie le système, c'est ce qui me permet de savoir où j'en suis, et donc de savoir où j'ai besoin d'aller renforcer. Quelqu'un qui veut tricher peut le faire. On est en train de préparer, parce qu'on nous le demande, c'est quelque chose qu'on va annoncer dès que le marché sera mature pour ça, de la certification qui se fera avec proctoring, c'est-à-dire avec validation de l'identité de la personne, contrôle de la personne pendant tout le temps de la certification, avec c'est une personne, ce sont des plateaux qui se montent aux États-Unis, avec une personne qui surveille 5 apprenants qui sont en train de se certifier, qui vérifient toutes les connexions, donc avec la webcam, et qui vérifient toutes les connexions sur l'ordinateur en permanence, et qui permet de dire, voilà, j'ai la preuve de l'identité, j'ai la preuve que c'est pas quelqu'un d'autre, et je suis capable d'aller faire valider comme si on était dans un centre d'examen. Donc c'est des choses qu'on nous demande, et c'est forcément, dès que le marché sera mature en France, on le fera, puis, ça sera nécessaire.